techniques d'AMP, et on va voir des techniques qui sont associées à l'AMP, et notamment la congélation ou bien la cryoconservation des gamètes et les embryons. Donc, après une petite introduction, on va aborder les bases de la cryobiologie, de la cryoconservation. Après, on va détailler la procédure de congélation. Et puis, on va un petit mot sur les conditions de sécurité lors de la congélation des embryons. Après, on va voir la congélation des embryons et puis la congélation des gamètes. Donc, le but de congeler, c'est de cryoconserver, de conserver les embryons ou bien les gamètes pour un emploi différé dans le temps, donc pour les utiliser ultérieurement. Donc, c'est dans un but soit de réalisation des techniques d'AMP ultérieures, ou bien dans le cadre de préservation de la fertilité, ou bien pour créer des banques, bien ce qu'on appelle les cryobanques, des cryobanques pour le don, soit des gamètes ou bien des embryons. Donc la congélation, bien la conservation, elle se fait à des très basses températures, à moins 196 degrés, dans de l'azote liquide. Donc les techniques qui sont utilisées, principalement deux techniques, la congélation lente et la vitrification, on va voir ça. Et après, donc les applications, donc il y a des techniques qui sont utilisées en routine, qui sont principalement la congélation des spermes souillés, la congélation des embryons et la congélation des ovocytes matures. Et puis d'autres techniques qui sont, jusqu'à le jour d'aujourd'hui, sont encore des techniques qui sont expérimentales, utilisées dans le cadre des essais, telles que la congélation des ovocytes immatures, que ce soit au stade métaphase 1 ou bien vésicule germinatif, la congélation des tissus gonadiques, aussi bien le tissu ovarien, et la congélation des tissus testiculaires. Donc l'objectif de la cryobiologie, de la cryoconservation, c'est le ralentissement et ou le blocage des réactions physiques et chimiques cellulaires. Donc avec le maintien de l'intégrité cellulaire, aussi bien l'intégrité structurale, l'intégrité l'ultrastructure cellulaire et également génétique à de très basses températures, avec la possibilité de récupération d'une viabilité optimale après réchauffement, après décongélation, et avec la notion de stockage prolongé dans le temps. Donc il y a une suspension du temps cellulaire. On ne parle plus de temps une fois congelé, donc ça peut être conservé en illimité. Donc les résultats après cette procédure de congélation-décongélation sont très variables selon le degré de complexité des tissus à conserver. Donc ce n'est pas le même degré de complexité, et donc par la suite on ne va pas avoir les mêmes taux de réussite comme congeler des spermes ou bien congeler un tissu gonadique. Donc, pour la cryoconservation, il y a certains problèmes. Principalement, donc, deux étapes qui sont des étapes critiques. Le refroidissement, le passage d'une température corporelle de 37 degrés à très basse température, à moins 196 degrés. Donc ça, c'est une phase critique parce qu'il y aura un choc thermique sur la cellule, notamment sur les membranes. Donc ça peut engendrer une altération de la membrane, avec la cristallisation de l'eau et toutes les conséquences avec les altérations et les compressions mécaniques et l'altération des ultrastructures, et ça va créer un stress oxydatif pour la cellule. Après la phase de réchauffement, donc le chemin inverse, de passer de moins 196 degrés à la température ambiante ou bien à la température de 37 degrés, également donc les cellules ou bien le tissu conservé, donc il va être soumis à un choc osmotique et avec par conséquence des lésions cellulaires qui sont dues soit à des effets mécaniques par compression ou bien des effets osmotiques. Donc en général, trois choses ou bien trois problèmes qu'il faut éviter lors de la cryoconservation. Principalement la cristallisation de l'eau, la formation des cristaux de glace, que ce soit en intra ou bien en extra, mais surtout en intracellulaire. Les effets mécaniques, en particulier la compression, surtout lorsqu'il s'agit de grosses cellules, telles que l'ovocyte. Et puis les effets osmotiques qui sont associés au problème d'équilibration. Donc c'est pendant la phase de la congélation, ou bien de la congélation, il y aura une phase d'équilibration. Donc comment on va éviter ces trois problèmes? On a principalement deux moyens. Le contrôle de la vitesse de refroidissement, donc la vitesse de congélation, elle est bien contrôlée, et par l'addition de ce qu'on appelle les cryoprotecteurs, les substances qu'on appelle les cryoprotecteurs. Donc, on va commencer par le contrôle de la vitesse de refroidissement. Donc, vous voyez que selon la vitesse de refroidissement, on a des effets différents. Donc, tout d'abord, le passage
de la température, disons, ambiante à la température de congélation de la cellule, donc généralement à moins 5 degrés. Donc il y aura, donc ça débute, ça induit le début de formation des cristaux de glace. Et après, selon la vitesse, donc il y aura différents aspects. Donc si on va lentement, si le refroidissement est lent, donc il y aura formation encore, donc une augmentation de la taille des cristaux avec toutes les conséquences. Si la vitesse elle est un peu plus rapide, donc le phénomène est moindre, donc on assiste à une moindre formation des cristaux de glace, que ce soit en intra ou en extra. Et si on congèle à une très grande vitesse, donc là, la cristallisation elle est minime, voire absente. Et donc, vous voyez que la première chose, lorsqu'on congèle un tissu, la première phase, c'est la congélation du milieu extracellulaire. Après, il y aura la phase ou bien la zone de transition. Donc, ça commence la congélation en intra, donc c'est en même temps en intra et en extra. Et puis, donc, lorsque la vitesse augmente, donc on est dans la congélation de l'intracellulaire, en intracellulaire. Donc, pour l'addition des agents cryoprotecteurs, les substances sont des substances chimiques qui sont caractérisées par deux propriétés communes. Premièrement, la grande solubilité dans l'eau, donc ça permet de maintenir à l'état liquide à des très basses températures, donc ils ont un effet antigel, et la faible toxicité. Donc ce sont des substances qui sont bien choisies, qui ont une faible toxicité sur les cellules, sur les embryons. Donc les protocoles, il existe différents types de cryoprotecteurs. Donc il y en a une liste de cryoprotecteurs qui peuvent être utilisés. Et donc le degré de protection, leur pouvoir protecteur, ça dépend de plusieurs facteurs, surtout de leur capacité de traverser la membrane cellulaire. Donc il y a les pénétrants et les non pénétrants, et de leur poids moléculaire. Donc à titre d'exemple, les agents cryoprotecteurs pénétrants, donc, ils ont un poids moléculaire qui est faible, généralement inférieur à 400, donc tels que les alcools, méthanol, éthanol, le méthylglycol, glycérol, le diméthylsulfoxyde, le DMSO, et le propandiol. Les agents non pénétrants sont les cryoprotecteurs qui ne traversent pas la membrane, et donc ils vont rester à l'extérieur, ils vont protéger la membrane. Donc les agents cryoprotecteurs pénétrants, ils vont diffuser à l'intérieur des cellules pour protéger l'ultrastructure cellulaire interne, alors que les agents cryoprotecteurs non pénétrants, ils vont rester à l'extérieur, ils vont protéger la membrane, former un film protecteur autour de la cellule pour la protéger des effets mécaniques et osmotiques de la congélation. Et donc pour les agents non pénétrants, donc ils ont un poids moléculaire important, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas diffuser à l'intérieur de la cellule, tels que généralement les plus utilisés, le sucrose, le PVP, le polyéthylène-glycol et le phycol. Donc, pour la procédure de la congélation, donc comment on va congeler les embryons ou bien les gamètes? Donc, première étape, c'est l'étape de l'équilibration. Donc, l'équilibration, on va utiliser des solutions contenant les agents cryoprotecteurs à différentes concentrations. Ça dépend de la technique de congélation et du protocole utilisé. Donc, l'incubation, c'est quelques minutes. Ça dépend du protocole également. Donc, il y en a plusieurs protocoles. Donc, au cours de cette phase de l'équilibration, on va assister à une déshydratation de la cellule. Donc, il y a une phase de déshydratation sortie de l'eau de l'intracellulaire vers l'extracellulaire. Donc, puisqu'il s'agit plus de la cristallisation, donc la pression ou bien la concentration, elle va augmenter en extracellulaire. Par phénomène d'osmose, il y a la sortie de l'eau du milieu le plus concentré vers le moins concentré, et donc ça entraîne la déshydratation de la cellule. Et donc cette déshydratation, l'eau intracellulaire, elle va être remplacée en partie par les cryoprotecteurs. Ils vont prendre la place de l'eau intracellulaire donc pour protéger la structure cellulaire interne. Et pour les cryoprotecteurs non pénétrants... Par injection, madame? Non, c'est juste par incubation. Incubation, ils vont passer à travers la membrane. Oui, puisqu'ils sont pénétrants, ils ont fait le point moléculaire, et donc ils vont se substituer à une partie de l'eau intracellulaire. Alors que les cryoprotecteurs non pénétrants, ils vont rester à l'extérieur, ils ne vont pas pouvoir diffuser, ils vont former un film cryoprotecteur. Ils vont protéger la cellule, la membrane cellulaire. Donc ça, c'est la première phase de la congélation, c'est l'équilibration. Donc en utilisant des solutions contenant des agents cryoprotecteurs aussi bien pénétrants et non pénétrants à différentes concentrations. Donc généralement, ça dépend du kit utilisé. Généralement, il y a soit l'équilibration se fait en une seule étape, une seule phase, ou bien plusieurs bains successifs avec des concentrations croissantes. Donc vous voyez, cette phase d'équilibration, point de départ, on a un embryon.
Donc après à peu près 1 minute dans le milieu contenant le cryoprotecteur, il y a cette sortie de l'eau, cette déshydratation de la cellule. Et donc si on va incuber encore un peu plus, donc il y a la pénétration des agents cryoprotecteurs pénétrants, et donc la cellule elle va récupérer son volume initial. Donc, deuxième étape, après cette phase d'équilibration, c'est le conditionnement. Donc, on va conditionner notre tissu ou bien notre cellule à congeler. Donc, il y a différents systèmes qui sont utilisés pour le conditionnement. Généralement, par exemple, on utilise les cryotubes, ce que vous voyez ici, un cryotube à vis. Généralement, c'est utilisé pour la congélation du sperme ou bien la congélation des tissus testiculaires automatiques. On utilise les paillettes, et surtout les paillettes système fermé, le PHS. Les paillettes à haute sécurité, donc ce sont des paillettes, comme vous voyez ici, des paillettes en plastique très fines qu'on va souder après avoir déposé notre embryon. Donc ça, c'est les cryotubes à vis. Ce sont des petits cryotubes avec un bouchon. Là, ce sont les paillettes. Donc il y a certains paillettes qui sont dédiées pour la congélation des spermes, d'autres qui sont dédiées pour la congélation des ovocytes, des embryons. D'accord ? Les paillettes, donc il y a des paillettes qui sont utilisées en système fermé, c'est-à-dire qu'il doit être soudé des deux extrémités pour qu'il n'y ait pas un contact entre les tissus, la cellule congelée et l'azote liquide. Et on a d'autres qui marchent en système ouvert, c'est-à-dire on va plonger directement les paillettes dans l'azote liquide, donc contact direct avec l'azote liquide. Après la phase de conditionnement, donc vient l'étape de la congélation proprement dite, et c'est-à-dire c'est l'étape de refroidissement, de la congélation. Donc, il y a deux méthodes, deux techniques qui sont utilisées. La congélation lente, ou bien dit la congélation conventionnelle, et la congélation ultra rapide qu'on appelle la vitrification. Donc, après la congélation proprement dite, donc, on va stocker notre produit congelé dans de l'azote liquide, donc à moins 196 degrés. Généralement, on utilise ces enceintes remplies d'azote liquide, avec un système de classement en canister, avec code couleur et des numéros. Donc on va revenir sur les deux techniques au niveau de la phase de congélation. Donc on a dit qu'il y a deux techniques, la congélation lente et la vitrification. La congélation lente, comme son nom l'indique, c'est une congélation avec une faible vitesse de refroidissement. Donc généralement la vitesse est entre 0,3 à 1 degré Celsius par minute. Contrairement à la vitrification, c'est la congélation ultra rapide. Donc en un clin d'œil, on aura le passage direct. La température ambiante, ou bien la température corporelle à moins 187 degrés. Et donc là, la vitesse elle est très élevée, de l'ordre de 2000 jusqu'à 20 000 ou 25 000 degrés Celsius par minute. Peut-être, excusez-moi, lorsque vous avez présenté dans le premier plaque, il y a une zone de transfert et on a dit qu'il y a congélation, c'est-à-dire l'adaptation de température, transfert, zone de transfert, et puis il a augmenté la vitesse de congélation. Ça se passe dans la congélation lente, sur le protocole. Oui, ça c'est par rapport à la congélation lente. Ça, en général, c'était en général la cryobiologie, comment ça se passe, donc la congélation, comment ça se fait, en dehors de ce détruit. Donc lorsqu'on va congeler un tissu, quel que soit, même en dehors de la PMA, donc il y a des phases de la congélation d'une cellule. Donc la congélation, ça commence à l'extérieur, puis petit à petit à l'intérieur, donc une phase de transition, puis la congélation en intracellulaire. Pour faire la mettre dans l'azote liquide, c'est-à-dire le zone de transfert et la congélation, ça se fait directement. On va voir les détails. Donc on va commencer par la congélation lente. La congélation lente, elle se base sur une équilibration progressive entre les cryoprotecteurs et le compartiment aqueux de la cellule ou bien de l'embryon à congeler. Elle est d'ailleurs appelée également la congélation à l'équilibre. Donc il y a une phase d'équilibration qui est plus ou moins relativement longue entre les cryoprotecteurs et la cellule à congeler. Les cryoprotecteurs utilisés, c'est soit le glycérol, l'éthylène-glycol, le DMSO ou bien le propandiol. Et là, la concentration des cryoprotecteurs, elle est faible. À peu près, elle est environ de 10%, c'est l'équivalent de 1 à 1,5 mol par litre. Là, également, l'incorporation, elle peut se faire, donc la phase d'équilibration, elle peut se faire en une seule étape ou bien en plusieurs étapes. On peut utiliser des bains avec des concentrations croissantes en cryoprotecteurs. Et donc, quand son nom l'indique, là, la descente de la température, elle est lente et contrôlée. Donc, on va contrôler petit à petit la vitesse de refroidissement. Et c'est ce qui nécessite l'utilisation d'un appareillage programmable. Donc, vous voyez la courbe de la température au cours d'une congélation lente. Donc, il y a des paliers de refroidissement successifs. On va commencer tout d'abord par une phase de congélation à la vitesse entre 1 à 3 degrés Celsius. Et ça permet le passage de la température du tissu à la température
ce qu'on appelle ce point critique, ce qu'on appelle le seeding. C'est le point où il y a l'induction de la cristallisation, c'est-à-dire la formation du premier cristaux de glace, et qui se fait par l'opérateur. Donc c'est l'opérateur qui va induire cette cristallisation. Généralement, on utilise une pince qui est plongée dans l'azote liquide, donc c'est un refroidissement localisé, ça va induire la formation du premier cristaux de glace. Et donc, le passage de la température initiale à la température de seeding, ça se fait avec une vitesse moyennement lente entre 1 à 3 degrés Celsius. Donc, ce point seeding, généralement, il est situé à moins 7 degrés Celsius, entre moins 6 et moins 9. Ça dépend de la solution, ça dépend des cryoprotecteurs, donc ça dépend du point de congélation de la solution. Donc, après ce point seeding, après l'induction de la cristallisation, la vitesse de refroidissement, elle est très faible. Donc là, la vitesse, elle est de l'ordre des 0,1 à 0,3 degrés Celsius par minute. Donc là, la congélation se fait à très faible vitesse pour bien contrôler la déshydratation de la cellule. Et là, on va arriver jusqu'à moins 30, moins 40 degrés Celsius, où la vitesse va être plus rapide, avec une vitesse de 10 degrés Celsius par minute, jusqu'à arriver à moins 140 degrés Celsius, après lequel on va plonger directement les paillettes dans l'azote liquide. Donc là, on va contrôler la déshydratation. La déshydratation, elle est partielle, mais pas totale. C'est pour ça qu'il faut contrôler la vitesse de refroidissement pour éviter la déshydratation totale qui serait néfaste pour les embryons dans ce protocole. Et après avoir arrivé à la température de moins 30 à moins 40, ça dépend des appareils simplement, ça dépend du protocole, on va accélérer la vitesse et après, on va plonger directement dans l'azote liquide. L'équilibration, elle se fait avant de même comme on vient de voir, donc les étapes. Première étape, c'est l'équilibration en utilisant les solutions contenant les cryoprotecteurs. Après, on va conditionner notre produit, donc nos embryons ou bien nos ovocytes par exemple. Une fois conditionné, on va faire la congélation proprement dit. Donc si on va faire avec la congélation lente, donc on va utiliser un appareillage spécifique. C'est un appareillage lourd. Donc, et ça se fait dans l'appareillage, sauf le point de seeding qui doit être donc, fait par l'opérateur. D'accord? C'est clair? La déshydratation, elle est nécessaire pour éviter la cristallisation. Oui, parce que les cryoprotecteurs pénétrants, ils vont se substituer à une partie de l'eau avec l'effet antigel. Ils vont minimiser au maximum la formation des cristaux de glace intracellulaire. Donc on a dit qu'il faut éviter au maximum cette cristallisation intracellulaire parce qu'elle est néfaste pour la cellule. Ça va entraîner une dégradation de l'ultrastructure cellulaire. Et ces cryoprotecteurs, ils sont introduits dès le début Donc je reviens pour les étapes. Donc première étape de la procédure, c'est la phase d'équilibration. Là, on va utiliser les solutions contenant les cryoprotecteurs. Soit une équilibration en une seule étape, parfois, donc ça dépend des protocoles, en plusieurs étapes. On va passer un bain où il y a les concentrations. Là, on a dit qu'il y a une faible concentration de cryoprotecteurs, maximum 1 à 1,5 mol par litre. Donc première concentration, par exemple 0,5 mol, on va passer puis un bain à 1 mol, puis 1,5. Une fois qu'on a terminé la phase d'équilibration, on va conditionner notre produit à congeler. On va le conditionner soit en paillettes, soit en cryotube, ça dépend. Une fois conditionné, on va congeler. Maintenant, pour congeler, on peut utiliser soit la congélation lente, soit une autre technique qu'on appelle la vitrification. Donc, pour cette congélation lente, c'est une technique qui est lente, comme vous voyez, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, elle est coûteuse parce que ça nécessite l'utilisation d'un appareillage spécifique et qui est généralement cher. Et il y aura quand même si on va utiliser les cryoprotecteurs pour minimiser au maximum la formation des cristaux de glace, mais il y a encore le phénomène de cristallisation, il y a quand même la formation des cristaux de glace, donc ce qui peut induire une interaction cellulaire relativement importante, et les résultats, donc, sont moyens selon les protocoles et selon le tissu à congeler. Le temps de cette congélation, ça prend 2-3 heures, ça dépend des protocoles. D'accord. Et la température, par exemple, moins 140 ou 190, c'est une température d'une manière intra-extracellulaire édème ou les cryoprotecteurs permettent de minimiser cette température? La température de congélation? Oui. Non, là, c'est la température de l'azote liquide dans lequel on va cryoconserver tous les tissus, quel que soit le protocole. C'est la température de l'azote liquide dans lequel on va congeler. Pas de tissu conservé. Bien évidemment, si le tissu est conservé dans moins 196 degrés, donc il est à la température de moins 196 degrés. Les cryoprotecteurs permettent aussi de
Les cryoprotecteurs, leur rôle, c'est de protéger la cellule contre les effets néfastes des températures très basses. Donc, là, c'est juste la courbe de température au cours de la congélation lente. Comment on contrôle, puisque la descente de température elle est lente, on va contrôler cette vitesse de refroidissement pour minimiser, pour éviter au maximum ce phénomène de cristallisation et pour donc contrôler la phase de déshydratation. Donc là, la déshydratation, elle est partielle. Arrivant à la température de moins 30 ou bien moins 40, la déshydratation partielle, on va aller plus rapidement pour éviter ce qu'on appelle le phénomène de surfusion, donc cette faible hausse de température. Donc la deuxième technique, donc la première technique, c'est la technique la plus ancienne. Avant, c'était la technique la plus utilisée. Et puis, il y a quelques décennies, on parle de plus en plus de la vitrification aux dépens de la congélation lente qui est de plus en plus délaissée. La vitrification, donc en général, la vitrification, c'est un processus ou c'est une technique par lequel un liquide ou une phase liquide se transforme en phase solide amorphe, c'est-à-dire sans réorganisation cristalline, sans la formation des cristaux de glace, ce qu'on appelle un état vitreux. C'est-à-dire on va passer d'une phase liquide à une phase solide sans cette formation de cristaux de glace. Donc, sans réorganisation moléculaire permettant cette formation de cristaux de glace. Et donc, si on va passer d'un état liquide à l'état solide sans former des cristaux de glace, c'est-à-dire on ne va pas laisser le temps pour cette réorganisation moléculaire, donc on doit aller très rapidement. D'accord ? Ça permet donc d'éviter au max la formation des cristaux de glace au cours de la congélation, et dans le but d'éviter les effets mécaniques et osmotiques et également le stress oxydatif dû à cette formation des cristaux de glace. D'accord ? Donc, dans la congélation classique, donc, il y a cette organisation moléculaire pour former des cristaux de glace. Lors de la vitrification, donc, il n'y a pas ce réarrangement moléculaire, donc on va rester à l'état initial, mais on va passer dans ce qu'on appelle un état vitreux ou amorphe. C'est clair ? Donc, pour permettre cette vitrification, pour obtenir cet état vitreux, donc il y a deux conditions qui sont indispensables. La première chose, on doit utiliser des milieux qui sont très visqueux. Donc la très forte viscosité, ça permet donc d'avoir un état vitreux. Et donc dans ce cas, pour avoir cette haute viscosité, on doit utiliser des grandes ou bien des concentrations élevées en cryoprotecteurs pénétrants. D'accord ? Donc, à la congélation lente, on était à une concentration entre 1 à 1,5 molaire. Là, on va passer jusqu'à 7 moles par litre. D'accord ? C'est dans le but de remonter la viscosité pour aboutir à cet état vitreux. Donc, l'équilibration, dans le cas de la congélation lente, c'est une équilibration totale. Donc, on a dit c'est une congélation à l'équilibration. On va laisser le temps pour l'équilibration entre les cryoprotecteurs et la phase aqueuse intracellulaire. Là, c'est une équilibration très partielle. Donc la phase d'équilibration, elle est très rapide. Donc là, la pénétration, dans la congélation lente, la pénétration, elle était complète de cryoprotecteur. Donc dans le cas de la vitrification, puisque l'exposition au cryoprotecteur, c'est rapide, donc la pénétration, elle est partielle. Et dans le cas de la congélation lente, donc on a dit c'est une déshydratation partielle, faible. Dans le cas de la vitrification, c'est une déshydratation très élevée. Donc vous voyez, dans le cas de la vitrification, on va aboutir à une déshydratation importante. La cellule, donc, elle est déshydratée. On a dit que la déshydratation... Ça, lorsqu'on a une vitesse, c'est pourquoi je dis dans ce type dans cette technique de congélation, parce que lorsqu'on a une vitesse qui est lente, la déshydratation, elle est néfaste pour la cellule. Mais lorsqu'on va avec une vitesse très importante, cette déshydratation, au contraire, elle va protéger la cellule. Parce que dans la vitrification, il n'y aura pas la formation des cristaux de glace, pas de cristallisation. D'accord ? La déshydratation, elle est totale, donc il n'y a pas de... Oui, c'est pour ça. Donc la déshydratation, elle est totale, donc il n'y a pas de l'eau pour se transformer en cristaux de glace. Donc la deuxième condition, donc on a dit qu'on doit aller à de très hautes vitesses, donc on doit congeler très rapidement. Et donc pour cela, pour pouvoir congeler avec des vitesses allant jusqu'à 20 000 à 50 000 degrés Celsius par minute, donc on doit utiliser des petits volumes, donc des volumes minimes, des solutions à congeler. Et donc la taille de l'échantillon et la solution à congeler avec l'acide doit être minime au maximum, on doit la minimiser au maximum, donc ça doit être inférieur à 1 microlitre.
Et donc, c'est ce qui implique une finesse dans la manipulation. Donc, c'est une technique qui est très fine, qui demande beaucoup d'expertise. Donc, l'opérateur, il doit avoir la main. Sinon, c'est raté. Donc, vous voyez, donc, il y a la phase d'équilibration, donc dans des bains, donc là, donc, dans des gouttes, avec la phase d'équilibration qui est plus rapide. Et après, on va cryoconserver dans les paillettes. Donc, également, pour permettre cette vitesse de refroidissement très rapide, on doit utiliser des supports spécifiques qui vont favoriser au mieux, au maximum, le contact entre l'échantillon et l'azote liquide. D'accord? Si on va utiliser des cryotubes, par exemple, c'est un contenant qui est plus ou moins... donc, la paroi, elle est plus ou moins épaisse, donc ça ne permet pas un contact très rapide avec l'azote liquide, et donc la vitesse de refroidissement ne va pas être très rapide. Donc là, les dispositifs de conditionnement sont très spécifiques. Généralement, on utilise les paillettes avec différents types des paillettes. Les paillettes sont à paroi très fine. Et surtout, donc les systèmes ouverts, ça permet au maximum le contact avec l'azote liquide, puisqu'on va plonger directement, là c'est un cryotope, donc c'est comme une membrane très fine en plastique, et sur lequel on va déposer notre ovocyte, par exemple, entouré d'une quantité très minime de solution. Et elle est, par exemple, directement plongée dans de l'azote liquide. Donc ça, c'est en système ouvert. Si en système fermé, on va introduire donc la paillette en plastique et on va souder de deux extrémités, puis plonger rapidement dans l'azote liquide. Donc, mais avec le système ouvert, il y a toujours le risque théorique, le risque infectieux théoriquement. En pratique, on n'a jamais signalé un cas d'infection. Oui. Excuse-moi, madame, c'est comme une lame, la paillette. Ça, c'est à l'échelle microscopique, c'est très fin. Ça, c'est sous l'eau. C'est une image sous l'eau. Donc, c'est très fin, c'est une paillette qu'on peut voir, mais c'est très fin. Donc, on travaille toujours sous l'eau. Pour la vitrification, donc, il existe différents types de protocoles pour la vitrification, avec une large gamme de cryoprotecteurs. Les paramètres d'équilibration et d'édilution également, ça diffère selon le protocole, selon les kits utilisés. Il y a plusieurs kits qui sont prêts à l'emploi pour la technique de vitrification. Ça dépend également des dispositifs de stockage, donc différents types de dispositifs. Également, la méthode de congélation et de décongélation, ça diffère. D'accord. L'avantage avec la vitrification, c'est l'absence de la formation des cristaux de glace, zéro formation de cristaux de glace comparativement à la congélation lente. La phase d'équilibration, elle est très rapide. Donc, c'est ce qui va entraîner une diminution du choc osmotique, une diminution de l'altération cellulaire, donc qui est dans ce cas-là, elle est minimale. La procédure, elle est plus simple et elle est plus rapide. Ça ne nécessite pas un équipement récu, donc c'est moins coûteuse. Et on gagne en temps, donc c'est une technique qui est plus rapide. Les inconvénients, donc, ça nécessite de l'expertise. Si l'opérateur n'est pas expérimenté, il va hésiter au cours de la technique, donc ça va tout gâcher. Donc, ça va entraîner une formation de glace intra-extra qui est importante. Et donc, ça nécessite de l'apprentissage préalable. Donc, là, c'est un tableau qui compare les deux techniques. Je vous laisse. Une seconde. La durée de la vitrification. Oui, la vitrification, c'est très rapide. Donc la phase d'équilibration, ce n'est pas une seconde, c'est même moindre pour la vitrification. La dernière solution qui est la plus concentrée en cryoprotecteur, c'est 30 secondes. Une fois qu'on a plongé dans la troisième solution qui est la plus concentrée, avant de plonger dans l'azote liquide, c'est 30 secondes. Si tu dépasses les 30 secondes pour plonger dans la solution, pour mettre l'embryon sur la paillette, il faut plonger dans l'azote. Il faut faire tic-tac. Sinon, oui, c'est très rapide. Donc, la congélation en général, la cryoconservation, donc on doit respecter certaines conditions de sécurité, aussi bien pour le patient, bien des conditions de sécurité générales. Pour les patients, il faut bien identifier nos paillettes, nos gamètes. Il faut toujours garder les traces, donc la traçabilité. Le pansement avant toute congélation, donc il y a un consentement écrit qui doit être signé par le patient, bien par le couple s'il s'agit d'une congélation des embryons, avec une interrogation annuelle pour la poursuite de la congélation. Donc la durée de congélation légale, elle est de 5 ans, qui sont renouvelables. Donc une fois dépassé les 5 ans, donc les patients sont contactés par écrit, par lettre, avec accusé de réception. S'ils ne répondent pas dans le délai, donc les embryons seront détruits. Jusqu'à quand on peut congeler? On Théoriquement. est limité. Il y a suspension du temps cellulaire. On peut congeler, on est limité, mais juste il faut
renouveler le consentement et le contrat de congélation. Donc, pour les conditions de sécurité générale, donc les sérologies, VIH, hépatite B, hépatite C et syphilis, c'est obligatoire le bilan sérologique avant toute congélation des gamètes ou bien des embryons ou bien des tissus gonadiques. Parce que tout ce qui est risque infectieux, ça doit être manipulé et congelé dans des enceintes d'azote qui sont dédiées pour ça. Donc, il faut favoriser l'utilisation des paillettes à haute sécurité pour éviter le risque infectieux. Utiliser des cuves spécifiques pour la congélation qui minimisent l'évaporation de l'azote. Il faut l'accès aux locaux de congélation, il est très limité, restreint au personnel, sont fermés à clé ou même à double clé. Et il faut toujours contrôler le niveau d'azote liquide, la sécurité d'azote. Il y a des systèmes d'alarme qui sonnent à chaque fois que le niveau s'abaisse au-dessous de la limite minimale. Sinon, les embryons ou bien les bébés, le sperme ou bien autres, vont être altérés. Donc voilà, donc, ce sont les enceintes d'azote liquide dans lesquelles on congèle nos produits biologiques. Donc on a des canistères qui sont numérotés code couleur et avec des étages. Ils sont trop, par exemple, par rapport au récipient, ils sont trop donc oui, importants, avec une privature, je dois avec des étages, pour l'étage, je trouve les paillettes les gobelets, filment les paillettes. Ah, d'accord. La personne, Non, le canistère, il est pas cher. Oui. Donc, généralement, pour les paillettes, je trouve à 2 niveaux, 2 étages. Pour le niveau, on va mettre des gobelets, puis on a des codes couleurs, des paillettes, des codes couleurs, c'est de rouge, en Dieu, pour le il ne pas cher des paillettes. Mais il y a un registre dans lequel il y a identifié le patient, une localisation des paillettes. Donc, du point de vue le texte de loi, donc vous voyez, donc, la durée de congélation légale est de 5 ans renouvelable. Le consentement, la demande de congélation doit être faite, c'est une demande écrite, signée. Donc, on va passer donc, la congélation des embryons. Donc, historiquement, la congélation des embryons, ça a commencé aux années 70 avec la congélation lente sur les embryons des animaux. Les années 80, ça commence la vitrification également sur les embryons des animaux. En 1983, c'était la première grossesse en Australie après congélation lente des embryons humains. 84, la première naissance vivante après transfert d'embryons congelés par congélation lente. Et 90, c'était la première naissance vivante après transfert d'embryons vitrifiés. Donc la congélation des embryons, c'est une technique qui est utilisée en routine dans les centres d'ARP. C'est une technique qui est sûre, safe, donc il n'y a pas d'augmentation des malformations congénitales ou bien d'anomalies génétiques chez les embryons issus d'embryons congelés. Le pronostic obstétrical et néonatal est également voisin lorsqu'on utilise ses voisins par rapport à l'utilisation des embryons frais. Donc il n'y a pas une augmentation des complications obstétricales par rapport au transfert des embryons frais. Par exemple, madame, si il y a une congélation, on a fait un transfert avec une cesse courante, on a fait le reste des embryons, on a congelé. Par exemple, si la femme a désir d'avoir un autre grossesse, on demande si la bonne qualité des embryons congelés. C'est-à-dire alors, on va y arriver, on n'en congèle que les embryons de bonne qualité. Les embryons congelés, on ne congèle pas tout, comme la sélection entière. Donc, les indications, quand est-ce qu'on congèle les embryons? Donc, soit des embryons surnuméraires après un cycle de FIV, donc FIV conventionnel ici, si on a des embryons surnuméraires de bonne qualité, donc avant, on les jette, maintenant, on les congèle. Ou bien, donc, l'impossibilité d'effectuer le transfert le jour J, donc, donc soit pour des raisons personnelles, accidents, contretemps, etc., ou bien pour des raisons médicales, donc on se rend compte qu'il y a un col infranchissable, un endomètre inadéquat pour le transfert, ou bien la femme a développé un syndrome d'hyperstimulation ovarienne, on ne peut pas transférer les embryons parce que ça va aggraver la situation, donc on est obligé de congeler les embryons et d'annuler le transfert. Ou bien en cas de maladie, un syndrome infectieux après la ponction par exemple, une complication. Donc, ou bien donc, la congélation des embryons elle peut s'inscrire dans le cadre de préservation de la fertilité avant de commencer des traitements potentiellement gonadotoxiques, également dans le programme de don d'embryons pour former les cryobanques des embryons.
Donc, pour les aspects biologiques de la congélation des embryons, il y a certains paramètres pour exprimer l'efficacité biologique de la congélation des embryons. On parle de taux de survie intact, le TSI, c'est le pourcentage des embryons ayant totalement résisté à la procédure de congélation et décongélation. Tout l'embryon a résisté à la procédure. On parle de taux de survie, c'est le pourcentage d'embryons dont au moins 50% des blastomères ils ont résisté à la procédure. On parle de taux d'éclivage post-décongélation. Si on a congelé au stade zygote, donc on peut après calculer le taux de segmentation après décongélation. Également, donc je n'ai pas mis, je pense, on parle également de taux de blastulation après décongélation. Donc si on a congelé au stade clivage, donc on peut étendre la culture jusqu'à G5, G6 et on peut calculer le taux de blastulation post-décongélation. Donc vous voyez là, on a des embryons. Là, c'est un embryon à 4 cellules qui est intact après décongélation. Maintenant, il n'est pas bien équilibré, il est un peu déshydraté. Et là, ce sont des embryons lisés qui n'ont pas résisté à la procédure, ils sont lisés après cette procédure de congélation-décongélation. C'était ma question, ça. C'est-à-dire après la décongélation, si les embryons n'ont pas résisté à la procédure, ils sont altérés, on annule le transfert. Et ça dépend de la qualité. Oui. Ça dépend des méthodes. Ça dépend de la qualité initiale des embryons et ça dépend de la technique. Donc si l'embryon est au départ moyen, donc il y a moins de chances de résister à la congélation-décongélation. S'il est top, donc on dit qu'il a plus de potentiel de résister, mais ce n'est pas dans 100% des cas. Donc le taux de survie n'est pas 100%. Et après, ça dépend de manipulateurs, ça dépend de la technique, ça dépend du protocole. Donc, la vitrification, ça donne des très bons taux de survie par rapport à la congélation lente. C'est mieux, ça donne des meilleurs taux de survie. Ça dépend de l'opérateur, c'est opérateur dépendant. Si expérimenté, non expérimenté. La visibilité de la qualité après décongélation complète, on va vérifier la qualité. Donc, juste au moment de la décongélation, on note l'aspect de l'embryon, mais on peut le réévaluer au moment exact du transfert, juste avant le transfert. Donc, si c'est nécrosé dès le départ, donc on va annuler le transfert. Mais après, on va revérifier, juste avant au moment du transfert, on va réévaluer la qualité de l'embryon. Mais on le décongèle pour le pouvoir avant de programmer une... Non, on le décongèle le jour du transfert. Le jour du TEC, le jour de transfert d'embryon congelé, on évalue la qualité. Il y a toujours le risque d'annulation du transfert. Et les patients doivent être informés de ce risque. Il y a toujours le risque d'annulation parce que le taux de survie, le taux de résistance à cette procédure n'est pas à 100%. Si elle a plusieurs paillettes congelées, donc si la première paillette, les embryons n'ont pas résisté, on peut décongeler une autre paillette. Si elle a une seule paillette, donc voilà, c'est rapide. Excusez-moi madame, j'insiste parce que par exemple, si on demande la programmation de transfert d'embryon congelé, on demande au biologiste de nous dire est-ce que la qualité... On vous dit la qualité initiale des embryons, mais on ne peut pas... Ils sont congelés déjà. Avant la congélation, mais on ne peut pas prévoir pour la qualité après décongélation. Ah d'accord, alors le وقت تصير تستعمل décongélation وقت باش تشوف la qualité. On ne fait pas de test. On ne fait pas de test de décongélation. Pourquoi décongeler? Parce que c'est un produit précieux, mais je suis on décongèle juste pour voir. Contrairement au sperme. Au sperme, on fait le test décongélation. Le test de congélation, ça se fait avec le sperme. On congèle plusieurs paillettes, une paillette, on la décongèle, puis une chouffe pour estimer le taux de survie. Mais pour les embryons ou bien les ovocytes, c'est un produit précieux. On ne peut pas décongeler juste pour voir. La variabilité, donc le taux de survie ou bien la résistance à cette procédure, c'est variable en fonction, même au sein d'un même embryon, c'est variable en fonction des blastomères. Un blastomère résiste, l'autre il est nécrosé. Et ça dépend du stade du développement embryonnaire à lequel la congélation a été faite. Donc un embryon en stade PN n'a pas la même capacité de résistance qu'un blastocyste. Donc la question à quel stade on peut congeler les embryons? Est-ce qu'on congèle le stade zygote, les cellules morula, blastocyste? La réponse, on peut congeler à tous les stades du développement embryonnaire, à partir du zygote jusqu'au blastocyste. Tous les stades sont congelables. Mais les meilleurs résultats sont obtenus avec la congélation des blastocystes. Donc les blastocystes, ça donne les meilleurs résultats. Après décongélation, ils ont le meilleur potentiel implantatoire. Pourquoi? Donc ça ne nécessite pas une culture supplémentaire après décongélation. Ça y est, c'est l'extrémité du développement embryonnaire précoce qui se fait trop. Les cellules sont petites et donc ça permet donc
la possibilité de compensation des pertes cryo-induites elle est meilleure, puisque ce sont des petites cellules, on a plus de cellules. Les cellules sont plus petites, donc ça permet une meilleure pénétration des cryoprotecteurs. D'une part, le blastocyste est formé de plusieurs cellules par rapport à un embryon à 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules. Donc là, un blastocyste ça comporte plus que 150 cellules. Donc, même s'il y a quelques cellules qui n'ont pas résisté, donc il y a plusieurs cellules, donc ça permet une compensation des pertes cryo-induites. Et les cellules sont plus petites, ça permet donc une meilleure pénétration des cryoprotecteurs. C'est-à-dire le blastocèle, c'est-à-dire il permet de faire pénétrer les cryoprotecteurs. Le blastocyste, il est formé de petites cellules par rapport à un embryon à 4 cellules. Un embryon à 4 cellules, il est formé de 4 grandes cellules. Un blastocyste, il est formé de plus de 150 petites cellules. Donc, d'une part, on a donc, le nombre est le plus important. Donc, même s'il y a un certain nombre de cellules qui n'ont pas résisté, c'est bon, c'est pas trop grave parce qu'il y a d'autres cellules qui permettent une compensation. Mais par exemple, si on a un embryon à 4 cellules et puis on a raté de blastomère, donc 50% des embryons étaient nécrosés, donc on annule le transfert. Un blastocyste, puisqu'il aura une petite tache de nécrose, c'est pas grave. Si ça n'a pas touché le bouton embryonnaire, si ce n'est pas une nécrose qui a touché un grand pourcentage des cellules. Et les cellules sont plus petites en taille, donc ça permet une meilleure pénétration des cryoprotecteurs. Donc ça permet une meilleure protection contre les effets néfastes de la procédure. Comment on va choisir les embryons congelés? Est-ce qu'on congèle tout? Non. Donc les embryons qui doivent être congelés sont les embryons de bonne qualité, les embryons top qualité et les embryons de bonne qualité. Il y a les embryons top, ce sont les embryons de très meilleure qualité, et là les embryons de bonne qualité, de qualité satisfaisante. Les embryons de mauvaise qualité ne sont pas congelables parce qu'ils ne vont pas résister à cette procédure. Surtout les embryons qui sont en retard de développement et les embryons qui ont plus de 25% de taux de fragmentation. Ça, on ne le congèle pas parce qu'on sait dès le départ qu'on n'aura pas des taux de survie importants, donc pas de résultats. Donc, par rapport à la cinétique de développement, par exemple, si un embryon est en retard de développement, il est à 2 cellules alors qu'il doit être à 4 cellules, donc taux de grossesse à peu près 10%, alors qu'il s'il est une cinétique de développement correct, le taux il peut donc grimper à 30 et même dépasser le 30%. Avec le pourcentage de fragmentation, ça c'est au stade de clivage. Si on a un embryon qui n'est pas fragmenté, donc le taux de grossesse il est élevé. Par contre, un embryon qui est très fragmenté, donc le taux de grossesse, donc, ça s'approche de 0. Quelle est la politique de transfert? Comment on va faire sur quels critères on va se baser pour le transfert des embryons congelés? Donc il y a des facteurs principaux, principalement l'âge de la patiente, le nombre des embryons qui sont congelés et la qualité des embryons qui sont congelés. D'autres facteurs secondaires, donc on peut tenir compte d'autres facteurs tels que les antécédents maternels, les antécédents de la femme, le risque obstétrical, la qualité de l'utérus, par exemple un utérus cicatriciel, des malformations, des pathologies associées, le terrain, la notion de grossesse ultérieure après une tentative de phylexie, avec des embryons frais, et le désir de couple. On peut impliquer le couple dans le choix de nombre d'embryons à replacer. Et tout ça, c'est dans un but de gérer les risques de grossesse multiple. On veut minimiser au maximum le risque de grossesse multiple avec, vous savez, les complications obstétricales et néonatales. Comment on va programmer le transfert d'embryons congelés? Donc, 3 protocoles peuvent être utilisés, soit le transfert d'embryons congelés avec cycle spontané, cycle naturel, ou bien en cycle substitué, en utilisant les oestrogènes et le progestérone après une éventuelle désensibilisation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par les agonistes de la GnRH, ou bien carrément un cycle stimulé, comme si on va faire une ponction, donc avec le blocage et la stimulation vers la FSH. Donc 3 protocoles. Le cycle spontané n'est pas vraiment très utilisé parce que c'est très difficile, ça demande un monitorage très rapproché. Donc, pour bien de passer à côté. Voilà, le plus utilisé, c'est surtout le cycle substitué. Donc, le fenêtre de transfert embryonnaire, c'est l'âge de l'endomètre plus ou moins un jour. Donc, l'âge de l'embryon doit être égal à l'âge de l'endomètre plus ou moins un jour. Donc, si on va transférer un embryon congelé à J5 au stade blasto, on doit faire le transfert à J5 de progestérone.
pour être plus ou moins l'âge de l'endomètre, c'est égal à l'âge de l'embryon. Les résultats, le taux de survie embryonnaire il est aux alentours de 90%, le taux de grossesse est entre 20 et 50% par transfert, le taux de naissance vivante c'est entre 20 et 40% par transfert, avec une augmentation de taux de naissance par ponction. Donc, augmentation de taux de grossesse et de naissance vivante cumulatif. Donc, si on fait un seul transfert d'embryon frais, donc, ça c'est une chance de grossesse. Mais si pour une seule ponction, on fait transfert d'embryon frais, plusieurs transferts d'embryon congelé, ça augmente le taux de naissance vivante, les taux de grossesse par ponction. Donc, c'est taux de grossesse cumulatif. Les grossesses sont plus ou moins normales. Et donc, il y a absence de risque de mortalité périnatale et de malformation congénitale après transfert d'embryon congelé. L'utilisation de la vitrification a permis encore d'améliorer les taux de chances de succès. Donc, amélioration à tous les stades de développement embryonnaire, de la survie embryonnaire, des taux d'implantation, des taux de grossesse clinique évolutive et des naissances vivantes. Les résultats, bien évidemment, ils sont variables. Ça dépend des protocoles, des cryoprotecteurs, du système de conditionnement utilisé, du stade à lequel on congèle, dans le stade de clivage ou bien blasto. Et ça permet donc d'augmenter les cycles de tête par ponction. La stratégie freezer, tout congeler, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut tout congeler, congeler tous les embryons sans transfert d'embryons frais. Principalement les raisons, c'est pour éviter le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, après cette phase de stimulation hormonale. Au cours des cycles de PGT, des tests génétiques préimplantatoires, que ce soit le screening, le PGT, c'est le diagnostic, ou bien le PGS, le screening génétique préimplantatoire, ou bien, pour la simple raison, pour améliorer le taux d'implantation, en transférant les embryons en un cycle non stimulé, c'est-à-dire en dehors de cette phase de stimulation hormonale qui a des effets délétères pour la réceptivité endométriale. Les avantages, donc on va améliorer la réceptivité endométriale si on va transférer en dehors de cette phase de stimulation hormonale, et ça permet d'améliorer le pronostic obstétrical et périnatal des grossesses. Les inconvénients de la stratégie freezer, risque potentiel de perte ou de dégénération des embryons au cours du processus de congélation et décongélation. Donc si on a congelé un embryon, déjà si on a transféré un embryon frais, c'est bon, moins on a garanti qu'il y a un embryon est transféré, mais si on va tout congeler, peut-être on a plus de pertes des embryons qui n'ont pas résisté à cette procédure de congélation et décongélation. Le coût financier additionnel, donc il y a un coût qui s'ajoute. Le stress émotionnel pour le couple, ils ont fait toute cette procédure mais ils n'ont pas fait de transfert. Et après, l'absence de consensus en termes d'efficacité clinique, de taux de naissance vivante de cette stratégie par rapport au transfert frais associé à transfert d'embryons congelés. Donc, est-ce qu'on va proposer le frisol pour toutes les patientes, for all? Non, on ne va pas proposer pour toutes les patientes. C'est surtout pour les hyperrépondeuses, pour les patientes chez lesquelles il y a un risque de développer un syndrome d'hyperstime. Les patientes hyperrépondeuses, chez les normaux et les hyporépondeuses, l'intérêt il est discuté, mais il paraît qu'il n'y a pas vraiment un intérêt de faire le frisol chez les hypo ou bien les normaux répondeuses. Et également, c'est en cours de discussion, donc l'intérêt du frisol lors de faire des tests invasifs ou bien non invasifs pour évaluer la réceptivité endométriale, ce qu'on appelle par exemple l'ERA-test, STEM-test, qui fait lors des échecs répétés d'implantation. On veut cibler la fenêtre d'implantation, on fait un biopsie d'endomètre, on fait le screening de plusieurs gènes pour voir si on est vraiment dans la fenêtre d'implantation ou non. Et donc là, on est obligé de congeler tous les embryons pour s'assurer qu'on est bien dans la fenêtre d'implantation. Donc, ce qu'il faut retenir, donc congeler les embryons, ça donne des chances supplémentaires de grossesse au cours d'une même tentative de FIV en évitant le risque de grossesse multiple. Donc, on va augmenter le taux de grossesse cumulatif. Ça nécessite un traitement simple, commode et court, c'est pas compliqué. Il est sans risque, c'est une technique safe, pas de risque supplémentaire pour les embryons, donc le risque malformatif ou bien le risque de développement des anomalies intellectuelles physiques. Et le taux de grossesse par texte sont quasi équivalentes au taux de grossesse après transfert d'embryon frais. Mais la congélation embryonnaire ne se réalise pas à l'issue de tous les cycles des FIV-ICSI. On ne peut pas à tout cycle congeler. On n'a pas toujours des embryons à congeler. Tous les embryons obtenus ne sont pas suffisamment viables pour être congelés. On ne peut pas tout congeler.
Certains embryons congelés ne résistent pas à cette procédure, et donc il y a le risque de gaspillage des embryons. Et les embryons congelés doivent être replacés avant une nouvelle tentative. Donc si on a des embryons congelés, on ne va pas faire une autre ponction. Donc il faut déjà épuiser tous les embryons qui sont congelés avant la prochaine tentative. Donc après les embryons congelés, qu'est-ce qu'on va faire? Donc soit on va les utiliser pour un nouveau transfert au cours des cycles suivants, soit donc la conservation c'est maximal 5 ans avec renouvellement demandé par écrit. On peut décider de l'arrêt de conservation, par exemple en cas de divorce, en cas de décès de l'un des deux conjoints. Et on peut, les embryons peuvent être donnés dans le cadre des dons des embryons pour un autre couple ou bien pour la recherche scientifique. Maintenant, on va passer à la congélation des gamètes. Pourquoi? Le processus de décongélation, il se fait de la même manière que... Le processus de décongélation, il y a également des protocoles pour la vitrification. Donc, par exemple, un kit pour la congèle, un kit pour la décongèle, un kit pour la vitrie. La vitesse, c'est la même que, par exemple, c'est une vitesse ultra rapide. Donc, par la vitrification, on sort la paillette de l'azote liquide, on va direct au milieu de décongélation. Direct. C'est très rapide. Mais pour la congélation longue, la décongélation se fait très rapidement pour éviter la recristallisation. Y a-t-il des études qui ont... Je suis un peu au pardon. Donc pourquoi congeler ou bien stocker les gamètes? C'est pour faciliter les procédures d'AMP ou bien dans le cadre de préservation de la fertilité. Qu'est-ce qu'on va congeler? Qu'est-ce qu'on peut congeler comme gamètes? On peut congeler les gamètes matures ou bien immatures, donc spermatozoïdes ou bien des ovocytes matures et immatures. On peut également congeler les tissus gonadiques, tissus ovariens ou bien tissus testiculaires. Les deux sexes sont très inégaux en matière de congélation des gamètes. Pour la congélation du sperme, pour le sexe masculin, donc la congélation du sperme, elle est associée à un bon taux de survie. Obtention très facile des gamètes, il suffit de se masturber pour donner du sperme, avec un très grand nombre de spermatozoïdes à congeler. Et la méthode, elle est validée, elle est facile, simple, c'est une méthode qui est validée. Contrairement chez le sexe féminin, la congélation de l'ovocyte, donc, elle est associée à un plus faible taux de survie par rapport au sperme. L'obtention de l'ovocyte, elle est plus difficile, donc c'est un gamète qui est rare. Et les taux de grossesse sont relativement plus faibles par rapport à la congélation du sperme. La congélation du sperme, elle est possible pour tous les hommes en âge de procréer, dès que la spermatogénèse est installée. C'est une méthode qui est facile, validée, peu coûteuse, sans danger. Donc il n'y a pas un surcroît des anomalies, pas d'altération du pouvoir fécondant des spermatozoïdes congelés, pas de modification de la structure chromosomique, pas de dégradation au cours de temps. Donc une fois le sperme est congelé, donc ça ne se dégrade pas au cours de temps avec le temps de congélation. C'est une méthode qui est efficace. Il y a de nombreux enfants qui sont nés dans le monde après utilisant le sperme congelé et la réutilisation elle est aisée dans un cadre de prise en charge en AP, que ce soit pour insémination intra-utérine, pour FIV ou bien pour EXI. Les indications de la congélation du sperme, on a un P donc dans le cas d'une cryptospermie ou bien des oligospermies extrêmes, dans le cas des spermes d'origine épidédimaire ou bien testiculaire, dans le cas des échecs de recueil du sperme le jour de la ponction, donc on peut congeler pour éviter cet échec de prélèvement le jour J, et en cas des troubles d'éjaculation, tétraplégie, etc. À titre préventif, donc le sperme peut être congelé donc, dans le cadre de préservation de la fertilité, avant des traitements potentiellement stérilisants pour les toxiques, avant chirurgie à risque, orchidectomie, varicocèle, vasectomie, des pathologies à risque également, génétiques ou autres, et les risques de dégradation des caractéristiques spermatiques avec le temps. Par exemple, comment? Le LIGO extrême, on fait la congélation à partir de quel chiffre? Oui, après, je fragile légal. Mais inférieur à 2 millions, normalement, on doit congeler. Quoique, ce n'est pas toujours fait en pratique, mais normalement, inférieur à 2 millions, on doit penser à la congélation parce qu'on sait qu'avec le temps, il y a risque de dégradation. On va arriver à l'azote, soit une aorte, un arme FUBT. Donc, il vaut mieux congeler, mieux que faire des gestes invasifs. La procédure, donc, pour comment congeler les spermatozoïdes. Donc, on va commencer par le recueil du spermatozoïde au laboratoire, donc soit le sperme éjaculé ou bien
On peut congeler les spermatozoïdes recueillis dans les urines, dans le cas d'éjaculation rétrograde, sperme épididymère testiculaire après BT ou bien une ponction épididymère. Après, on va faire une petite préparation, donc c'est comme pour la fibromyalgie, la préparation des spermatozoïdes par migration sur le gradient de densité ou par d'autres techniques, ça dépend des paramètres spermatiques initiaux. Puis, également, il y a une phase d'équilibration avec les agents cryoprotecteurs, donc mise en contact avec les cryoprotecteurs pénétrants. Puis, on va conditionner le sperme soit empalé, soit dans des cryotubes qui sont identifiés au nom de patients. La congélation également, là, on peut utiliser deux techniques, la congélation lente ou bien la vitrine, et le stockage se fait dans l'azote liquide. Donc, pour la congélation du sperme, donc la congélation du sperme conventionnelle, c'est la congélation lente. C'est la méthode la plus utilisée, la méthode conventionnelle de congélation du sperme. Donc, on va utiliser cet appareillage programmable. Ou bien, on peut utiliser cette méthode intermédiaire, donc c'est la congélation à la vapeur d'azote, comme on fait au laboratoire. C'est une technique manuelle qui se fait à la vapeur d'azote. Exposition à la vapeur d'azote à 5 cm à peu près de la surface d'azote pendant 30 minutes. Après, on va plonger dans l'azote liquide. Et là, la décongélation se fait rapidement. Donc, on va sortir la paillette de l'azote et on va passer directement à 36 degrés. Maintenant, ces dernières décennies, on parle de la vitrification du sperme. Donc, il paraît qu'elle montre des résultats promoteurs. Donc, la comparaison vitrification sperme-congélation lente. Donc, il a été montré, selon la méta-analyse 2019, qu'il y a la mobilité totale est progressive plus élevée après la technique de vitrification par rapport à la congélation. Il paraît qu'elle va donner des résultats meilleurs que la congélation lente, quoique elle n'est pas très utilisée. C'est une technique qui n'est pas encore validée, elle est en cours d'expérimentation. Et par rapport au taux de fragmentation de l'ADN spermatique et la morphologie, il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Et là, il faut utiliser d'autres techniques, d'autres appareillages. Pour la congélation des ovocytes, donc la congélation des ovocytes, c'est une technique qui est relativement récente par rapport aux autres techniques. On peut congeler, c'est la technique qui est validée, la technique qui est utilisée en routine, c'est la congélation de l'ovocyte mature, c'est-à-dire de l'ovocyte au stade de phase 2. Donc, ça nécessite une phase de stimulation ovarienne et la ponction des ovocytes au niveau des follicules matures. Mais également, on peut congeler les ovocytes de stade immature, stade vésicule germinative, ou stade de phase 1. C'est une technique qui n'est pas encore validée au cours de la recherche. Donc, pas de stimulation qui ne nécessite pas cette phase de stimulation ovarienne. Et on va recueillir les ovocytes au niveau des petits follicules en trou. Pour la congélation de l'ovocyte mature, donc je passe pour l'historique, les intérêts, elle est possible dès la puberté. Donc, elle est indépendante de la notion de couple, surtout dans le cadre de préservation de la fertilité. Donc, c'est une congélation des ovocytes de la femme, alors que l'embryon, c'est partagé entre les deux partenaires. Et ça permet de résoudre plusieurs problèmes d'origine éthique et légale. Les indications, la préservation de la fertilité, soit en cas de risque d'insuffisance gonadique prématurée, par exemple dans le cas de cancer, pathologie auto-immune, ou bien une préservation de la fertilité de convalescence qui n'est pas autorisée en Tunisie. Également, c'est pour faciliter. Comment? De convalescence, non. C'est pour les raisons médicales. Les raisons médicales. Pour de convalescence, non. Même en cas d'endométriose, les gynécologues ne laissent pas la patiente. C'est surtout pour cryopréservation de la fertilité avant le traitement gonadologique. C'est quelque chose qui est autorisé. C'est pour des raisons médicales, soit des maladies auto-immunes, des risque de la fertilité ou à la chimio. Ou bien pour faciliter les procédures d'AMP, éviter les risques d'hyperstimulation ovarienne, impossibilité de recueil du sperme de jour J, donc on peut congeler les ovocytes, orthomètre inadéquat, donc on peut congeler les ovocytes, mauvaise réponse ovarienne, ce qu'on appelle là le pooling ovocytaire. Donc si la patiente a une mauvaise réponse, chaque fois je pratique un seul ovocyte, et surtout lorsque le conjoint a azo, quelques paillettes congelées, on ne va pas décongeler toute une paillette à l'ovocyte. On peut faire ce qu'on appelle le pooling ovocytaire. On décongèle la paillette du sperme et on fait ici. Ou bien dans le cadre des dons d'ovocytes. Et troisième intérêt, c'est pour résoudre les conflits moraux et religieux de la congélation embryonnaire dans certains pays. La congélation de l'ovocyte mature, donc elle présente par ailleurs certains inconvénients. Elle nécessite cette phase de stimulation ovarienne. Risque d'hyperstimulation est bien au contraire de la réponse médiocre. Nombre limité des ovocytes recueillis, donc ne va pas congeler grand chose, et l'obtention qui
difficile. Les résultats, le résultat par la technique de vitrification, donc on a des meilleurs taux de survie, des meilleurs taux de fécondation, de clivage, des embryons de top qualité, de naissance, etc. Des taux comparables de survie, de fécondation, de clivage, des embryons top qualité de grossesse clinique entre ovocytes frais et ovocytes congelés. C'est une technique également qui est safe, donc qui n'a pas montré d'une augmentation des anomalies congénitales par rapport à l'ovocyte frais, pas d'augmentation des aneuploïdies et pas de différence entre les enfants qui sont conçus par ovocytes frais et ovocytes pétrifiés par rapport au pronostic obstétrical et néonatal. Pour la congélation de l'ovocyte immature, stade de la phase 1 ou stade vésicule germinative, en théorie, c'est le stade idéal pour la congélation de l'ovocyte, parce qu'il n'y a pas encore formation de fuseau mitotique, il n'y a pas de structures qui sont cryosensibles, mais ce n'est pas encore une technique qui est validée, c'est en cours de recherche, n'a pas pour le moment montré de très bons résultats. Mais le truc, c'est que quand on va congeler des ovocytes immatures, après, il va falloir les maturer. Justement, je pense à la ponction des ovocytes immatures, donc on va récupérer à peu près 5 à 6 ovocytes récupérés pour 15 visibles à l'échographie, donc ça peut être fait à tout moment du cycle. On va ponctionner les follicules en trop, réalisable voilà, quel que soit le moment du cycle, pas de stimulation ovarienne préalable, évite les délais du temps, et peut-être dans le cas où on a une urgence de prise en charge, donc on n'a pas le temps pour faire cette phase de stimulation ovarienne, on peut faire la congélation des ovocytes immatures, et elle peut être également associée à la congélation des tissus ovariens. Mais elle nécessite une phase de maturation in vitro, une NIV, de 24 à 48 heures, soit avant, soit après la congélation. Technique qui n'est pas mise au point actuellement, mais qui constitue, dans certains cas, une option pour certains patients. Donc, ça nécessite une phase de maturation in vitro unique. Soit on peut faire la NIV avant la congélation, ou bien après la décongélation. Donc, on a un ovocyte immature, on peut congeler. Après décongélation, on fait la NIV pour aboutir à l'ovocyte mature, et puis faire l'excise. La deuxième alternative, c'est de faire la NIV, puis congeler, et puis faire l'excise. Il paraît que la deuxième alternative, elle montre des meilleurs résultats par rapport au fait de congeler après, faire la NIV après décongélation. Donc, faire la NIV avant la congélation, ça donne des meilleurs résultats. Donc en conclusion, chaque conservation des gamètes et des embryons techniques afférentes à la vie d'une grande importance. Ça permet d'augmenter le taux de grossesse cumulatif par exemple conserve des embryons. Mais aucun consensus par rapport au stade de congélation. Le protocole de congélation, décongélation, les cryoprotecteurs utilisés. Il y a des avancées majeures dans le domaine de la conservation des embryons et des gamètes, surtout avec l'avènement de la technique de la vitrification qui a constitué un réel progrès technique, mais certains aspects biologiques et cliniques peuvent être améliorés et de nombreuses études sont encore nécessaires pour élucider tous les aspects de la congélation, surtout sur l'impact sur le génome. Et merci. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Est-ce que la durée de la congélation n'altère pas par la suite les taux de survie Non. Une fois congelé, avec une bonne méthode de congélation, il y a une suspension de ton cellulaire, quelle que soit la durée de congélation qui est.